Voilà, shalom à tous et à tous. Alors aujourd'hui, nous continuons notre série spéciale sur le calendrier. Et donc, on est en train de voir d'étudier un peu tous les différents calendriers. C'est pour ça que euh, on a beaucoup de vidéos. Alors, la fois passée, on a parlé du calendrier karaïte, comment il fonctionne et tout cela. Alors aujourd'hui, on va continuer sur le calendrier karaïte, mais nous allons voir en fait ce que les gens reprochent un peu au calendrier karaïte. Donc, quels sont les problèmes qu'il peut avoir par rapport à ce calendrier. Alors, ce qu'on avait dit, c'est vrai par rapport aux écritures, par rapport aux définitions qu'on avait vues. Donc, pour tous ceux qui parlent du calendrier karaïte, quand on parle de Rosh Chodesh, tous ceux qui traduisent par nouveau mois binaire, eh ben, quand on utilise cette traduction-là et qu'on voit qu'on parle de la présentation de l'Homère, et donc ça, on va dire, parmi les calendriers qu'on peut trouver dans la Torah, donc c'est l'un des calendriers qui est pointé en disant, voilà, ça c'est un calendrier qui était en application euh, au début de notre ère et qui a l'air de correspondre même sans des écritures sources. Alors, évidemment, ceux qui utilisent un calendrier solaire ou par exemple le calendrier rabbinique pourraient avoir des objections. Voilà ce qu'on va voir un peu aujourd'hui par rapport à au calendrier karaïte. Bien. Voilà. Alors, le premier problème qu'on va voir, souvenez-vous dans le passé, hein, donc vers avril-mai, hein, quand on est arrivé au mois de Ziv, ce, ce mois-là correspondait au deuxième mois. Mais il faut savoir qu'il y en a d'autres sur les réseaux hein, qui utilisent aussi le calendrier donc qu'on appelle de la Vive, hein, donc qui est comme le calendrier karaïte, mais qui a proclamé le troisième mois, donc à la même période, donc c'était au lieu de proclamer le deuxième mois le 21 avril 2023, qui correspond donc au mois de Ziv 5783, hein, donc le deuxième mois, mais la personne avait fait une annonce, voilà, on va démarrer le troisième mois. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de questions par rapport à cela et on va aussi parler de cela ce soir. Alors, le groupe qui a fait cette proclamation-là, ben, c'est le groupe de Nazarène Israël. Donc, c'est un groupe nazaréen, hein, mais qui fonctionne un peu différemment des autres groupes nazaréens qui sont souvent présents sur les réseaux. Alors, vous avez sûrement déjà vu quelques vidéos qui sont présentées par ce groupe-là. Il y a un frère qui représente ce groupe-là au niveau francophone. Il y en a aussi, je pense, au niveau espagnol et alors un responsable général mais qui donne les enseignements dans ce groupe-là en anglais. Et du coup, eux ont proclamé le troisième mois alors que nous, on avait proclamé à ce moment-là le deuxième mois. Allez, pour tous ceux qui suivent le calendrier carré. Voilà. Alors, le problème qu'il y a, c'est par rapport à, ben, vous savez qu'on parle de calendrier par rapport à l'observation de l'Orge. Et il faut savoir que chaque année, ben, avec le groupe Dévorad Stream, ou alors même les groupes Karaïtes, hein, euh, ont proclamé par rapport à à la maturité de l'Orge environ allez, c'est plus ou moins les mêmes dates qui sortent parce que ce sont les mêmes critères qui sont utilisés. Alors, il faut savoir que le groupe de Devora Time Stream est un groupe qui est assez respecté en Israël. Ça fait déjà plusieurs années qu'ils font l'observation de la Lune et de l'Orge. Au niveau de l'observation lunaire,
ben, le groupe qu'on vient de voir nazarien ne discute pas, mais c'est par rapport au stade à vif qu'il y a des discussions. Alors, il faut savoir que donc ce qui est reproché, c'est que donc par rapport au stade à vif, il y a un moment où l'orge n'est pas encore à maturité, un stade, vous voyez sur les photos, hein, euh, par rapport au dernier développement, et tout au bout, eh ben, c'est allez, le stade qui est accepté. Et donc, au niveau du développement, donc, il faut toujours aller dans les champs, voir à quel moment on arrive au stade pour voir au moment où il est à vivre. Ce qui est discuté ici, c'est que, ben, je vais mettre le suivant, hein, donc, dans le groupe ben, de Nazariens, eh ben, ils discutent au moment du stade. Donc, il faut savoir que par rapport au stade de pollinisation, donc on a les 7 premiers jours, le 8e jour, le 14e jour, le 20e jour, le 31e jour, eh ben, eux, ils reprochent que les Karaïtes et Dévora, eh ben, ils prennent par exemple le stade 31 pour faire une déclaration de la maturité de l'orge. Et eux disent, mais non, en fait, c'est beaucoup trop tard. Il faudrait en fait le voir au moment entre le 14 et le 21e jour qui correspondrait mieux. Et c'est par rapport à cela, ben, il peut y avoir un mois qui va varier dans le calendrier. Parce qu'en effet, entre 15 jours de différence, quand on arrive au moment de la proclamation d'un nouveau mois par rapport au stade de la Lune, eh ben, ça peut créer un mois de décalage. Ce qui est discuté aussi par rapport à cette observation, c'est que eux se basent en disant, on va regarder pour l'agriculture actuelle, ben, on utilise des tracteurs, tout le matériel mécanique qui est à disposition, qu'il n'y avait pas à l'époque. Et donc, la façon que l'orge est récoltée, traitée, eh ben, était différent à l'époque que maintenant, et que c'est pour ça, c'est entre autres pour cela que par rapport au stade à vivre de maintenant et de l'époque, il y a un peu de, comment je dirais, des allez, non, constatations. Allez, je reviens plus sur le mot exact. Donc, il y a donc cette réclamation, je vais dire comme ça, en disant que ce n'est pas correct le stade actuel par rapport au stade qui était observé à l'époque. Voilà pourquoi ça a créé un mois de différence. Alors, il faut savoir aussi qu'à l'heure actuelle, eh ben, l'orge est utilisé généralement pour la fabrication de la bière et également pour la nourriture animale, ce qui n'était pas évidemment à l'époque. À l'époque, eh ben, il était fortement consommé par l'homme, euh, que donc aujourd'hui, ce n'est plus. Donc, on l'utilise encore, mais d'une autre façon par rapport à l'époque. Alors aussi, ce qui est intéressant, parce que qui dit stade de maturation, ben moi j'avais pensé à cela aussi, qui peut, qui peut être aussi un sujet de discussion, c'est, ici j'ai un exemple concret, c'est par exemple pour planter ben, les fleurs ici, et ben la question qu'on peut faire, c'est quand on aime les fleurs, on se dit, ben, tiens, à quel moment de l'année je vais les planter? Eh ben, on va voir que, ici sur l'exemple, il nous est dit, là c'est par rapport au calendrier grégorien, que ces fleurs-là sont plantées entre le 9e et le 12e mois. Donc, pourquoi c'est important de savoir cela? Ben parce que si on plante des plantes au mauvais moment, eh ben, ça va faire que, par exemple, chez nous, si on plante en hiver, c'était pas la bonne période, eh ben, la plante va malheureusement mourir. Et donc, c'est pour cela que, il est très important de savoir quand il faut semer et de quelle façon qu'il faut le faire. Il y a un cycle qui se fait et, et ici, par exemple, pour d'autres plantes, ben, ce qui est fait, c'est qu'il y a certaines plantes
ne supporte pas l'hiver, même s'il est planté dans la bonne période, je vais dire. Ou parfois, il faut les faire même rentrer à la maison afin que la plante ne meure pas. Donc, on voit qu'il y a des règles qui sont importantes. Vous allez me dire, oui, en Israël, c'est pas tout à fait la même chose qu'ici, c'est vrai, mais il y a aussi des règles qui sont faites pour avoir une plantation optimale. Et donc, comme on avait dit, ben, par rapport aussi aux méthodes qui sont utilisées, parce que c'est vrai que si, on va dire, nous-mêmes, on commencerait à planter pour avoir de l'orge, ben, on va pas le planter de niveau industriel. Nous, on ne le saura pas. Et donc, mais que ce soit industriel ou que ce soit manuel, il y a une certaine façon de procéder. Alors, et une bonne période, comme on avait dit. Donc ici, par rapport à l'orge, eh ben, si on le prend ici en Europe, hein, donc ici j'ai un exemple pour l'orge de printemps. En Europe, il y a l'orge de printemps, l'orge d'hiver. Eh ben, pour la région de Champagne-Ardenne, donc si on voit euh, pendant la période de synthèse, la période qui a été calculée pour voir un petit peu entre 1998 et 2006, ben vous pourriez voir que si on plante déjà vers le 11 février, eh ben, on peut le faire éventuellement, donc cette date de semis jusqu'au le 12 avril. C'est possible que ça pousse. Donc on voit qu'il y a quand même plus ou moins 2 mois d'écart entre les deux. Mais pour avoir donc une plantation optimale, eh ben, on plante entre le 15 février et le 15 mars. Donc on voit que en fonction de la bonne période, du bon moment, eh ben, on va avoir un rendement optimal. Donc évidemment, si un champ A va planter, je veux dire, vers le début de février, ben, euh, le développement et la récolte sera différent que quelqu'un qui va le planter le 12 avril. Donc c'est aussi important de le savoir. Mais du coup, évidemment, ça peut aussi créer des différences au moment de la maturation. Donc voilà, donc ici on parle encore de la maturation. Donc on dit par exemple l'orge de printemps se sème de février à mars, voire en avril, et se récolte donc vers juillet-août. Donc on voit, ça fait quand même 2 mois allez, 1 mois de décalage si c'est bien planté dans la bonne période. Et donc ça peut créer encore des différences aussi. Donc par rapport au moment de la récolte et au moment aussi au stade qui doit être observé. Alors ici on va voir un petit peu, hein, c'est important de savoir aussi, hein, donc la moisson des orges. Donc c'est quand, la question c'est quand c'est planté en Israël. Donc tiens, une place importante dans les événements marqués dans le livre de Ruth. En Israël, on se met l'orge pendant le mois de Bouh, donc ça tombe vers octobre-novembre. Après la chute des premières pluies, lorsque le sol pouvait être labouré. Donc ça, on voit dans Isaïe 28, 24 et 25. Donc l'orge mûrit avant le blé, ça on l'avait vu la fois passée, hein, donc on ne va pas revenir dessus, donc on peut voir dans Exode 9, 31, 32. On commençait à labourer au début du printemps, durant le mois de Nissan, donc mars-avril, d'abord dans la chaude vallée du Jourdain, puis dans les régions plus élevées et plus tempérées. Et enfin, au cours du mois de juillet, donc avril-mai, sur le haut plateau à l'est du Jourdain, la récolte de l'orge marquait donc une période précise de l'année. Donc, ça, on retrouve dans Ruth 1, 22 et 2 Samuel 21, 9. Donc le début correspondait à la période de Pâques, de Pessah, puisque la verge que le prêtre balançait le 16 Nissan, donc là on le voit dans le calendrier rabbinique, mais pour le calendrier karaïte, là c'est le lendemain du Shabbat, hein. Souvenez-vous, on l'a vu la fois passée. Donc venait le prévice de l'orge. Donc ça, on peut voir le verset qui parle du moment du balancement, donc dans Lévitique 23, 10 et 11. Donc ce qui est important, c'est au mois de boule, il fallait planter. Donc il faut planter au bon moment pour récolter au bon moment.
Alors c'est vrai que la question qu'on peut se dire finalement, c'est que si on n'a pas d'orge pour, euh, pour calculer l'année, ben quand est-ce qu'on démarre l'année et quand est-ce qu'il faut le planter? Et donc, c'est vrai que ça peut créer un peu comme le cycle de la poule, où on se pose la question, mais qu'est-ce qui est venu en premier? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Donc, c'est aussi, il faut comprendre que c'est vrai que ça peut poser des problèmes si on n'a pas de référence. Ben alors, quelle référence qu'on va utiliser pour faire ces plantations si on n'a pas d'orge? Donc, c'est ça qu'on a mis. Donc, l'orge va déterminer le début du premier mois de l'année quand il est au stade à vivre. Donc, quand il est au stade à vivre, on peut dire, ah, ça va être le le premier mois de l'année. Mais il faut savoir que c'est au mois de boule qu'il faut faire la plantation. Donc, le mois de boule, ça correspond au huitième mois, qui est le mois ici qu'on appelle euh, euh, Yeshvan. Alors, on peut se dire aussi, hein, donc, si il n'y avait pas d'orge s'il n'y avait plus d'orge en Israël, on pourrait se dire finalement qu'on pourrait se calculer sur le calendrier égyptien, parce que souvenez-vous, il nous est dit que c'est au moment où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, au moment où l'orge était au stade à vivre. Et donc, peut-être qu'on pourrait dire, oui, on peut se baser sur ce moment-là pour dire, oui, on redémarre ben, l'année, quoi, parce que ça correspondait au mois d'avril. Alors, comme on avait vu aussi dans l'étude, c'était les matzot et les homères, eh ben, il faut savoir que le calendrier égyptien est un calendrier assez précis parce que à cause des saisons des crues, eh ben, il fallait absolument planter au bon moment. Alors, on avait vu, euh, on va essayer de voir aussi, donc l'orge allait venir à maturité en 4 mois environ et pouvait donc être récolté au début de chez nous, donc récolte en égyptien. Donc chez nous, donc ça correspond entre février et juin. Euh, pendant, le, pendant le mois de Pachon. Donc c'est Pachon, donc c'est le premier mois de chez nous, donc qui correspond entre février et mars. Au plus tard à Paini, donc qui correspond à mars-avril. Donc c'est le deuxième mois de chez nous. Donc juste à temps pour échapper aux trop fortes chaleurs de juin. Le blé en branche demeurait presque un mois de plus. Celui-ci n'avait pas semé au tout début de la saison de Pérette, donc environ fin novembre. Risquait quelques problèmes si la moisson devait attendre la fin de juin ou début juillet, donc le quatrième mois de chez nous, donc au mois de Messereth. Donc c'est le plus tard que le blé, lui, devait être récolté. Donc ça, en effet, une partie des blés pouvaient être gâtés par la recrudescence, l'humidité, la goutte ou la pestilence de la nuit. Et donc, oui, donc c'est ce qu'on nous dit aussi après, qui marquait le temps de Mésorée et des épagomènes à mi-juillet, soit une crue prématurée. Donc, on voit que, oui, au niveau du calendrier égyptien, eh ben, on pouvait dire comme les mois étaient fort respectés pour éviter ben, les inondations, eh ben, on peut se dire que quand on parle du mois de Pâques et Pâques, ben, ça correspond à la période où l'orge était à vif. Et donc, oui, on pourrait se baser sur cette période-là pour dire oui, c'était le premier mois par rapport au moment où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte. Maintenant, ce que les gens qui sont contre le calendrier carré pourraient nous dire, ben, écoutez, d'accord, même si il y avait l'Égypte et tout ça, ou en Israël, ben, du temps de Noir, le problème c'est que il n'y avait plus aucune orge.
Alors, comment est-ce que Noah a-t-il calculé le calendrier? Et ça, c'est une une bonne question. Donc, ça pourrait dire qu'il y avait d'autres calculs, un autre système qui était en application parce qu'il n'y avait pas d'orge pour déclarer le début d'année à ce moment-là. Alors aussi, donc, comme on avait dit tout à l'heure aussi, donc, Mark Twain, en 1831, il nous dit qu'en Israël, eh ben, c'était un pays désolé, entièrement livré à la mauvaise herbe. Donc, est-ce qu'il y avait des cultures à ce moment-là? Ben, non, malheureusement, non. Et on peut le voir aussi en 1909, au moment où on a fondé la première pierre à Tel Aviv, ben, on ne voit pas trop de culture non plus. Il faut savoir que ça a été repris par la suite. Et on peut se dire aussi, au moment où les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils sont restés, souvenez-vous, 40 ans dans le désert. Hachem avait dit qu'ils allaient rester 40 ans, et que c'est la deuxième génération qui est rentrée en Israël. Ben, comment ils ont fait pour calculer le calendrier pendant 40 ans dans le désert? Ça, c'est une question qui peut être aussi être posée. Donc, est-ce que c'était par rapport à l'observation, est-ce que c'était une estimation qui était faite, peut-être comme c'est fait aujourd'hui? C'est possible aussi. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a pas d'écrit qui va confirmer quel calendrier est utilisé exactement. Parce que, par exemple, on va dire, oui, le calendrier équinoxien, et il y a des traces que ça existait au premier siècle. Il y a un petit peu la période allez, 100 ans ou 200 ans maximum avant. Pour les rabbins, bon, on va voir au moment de la compilation du Talmud, on va le voir qu'à partir du, je dis pas de bêtises, du 4e, 6e siècle de notre ère, eh ben, il y a des traces écrites. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas de traces écrites sur exactement comment était calculé le calendrier. Et comme il y a aussi beaucoup de discussions par rapport à l'interprétation des mots, comme on avait dit tout à l'heure, Rosh Chodesh, ben, peut-on parler de nouvelle lune ou simplement de nouveau mois? Ça, c'est la question que beaucoup se posent. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc ici, c'est un petit peu, donc ça vous pouvez peut-être le lire, on va peut-être pas tout lire parce que c'est un peu. Non, mais ce qui est intéressant par rapport à ces versets-là, oui, c'est euh, on parle de la désobéissance qui ont fait que le peuple a été resté 40 ans dans le désert. Donc, une année pour chaque, ça correspondait à une année pour les 4 jours, souvenez-vous, à une année par jour, donc ça correspondait au moment où les espions étaient partis voir le pays de Canaan. Donc, on parle de Caleb et de Josué qui sont revenus et les autres qui avaient fait un rapport négatif. Hein. Et donc, on pourrait dire oui. Alors, s'il n'avait pas, oui, on pourrait dire oui par rapport à Exode 13, versets 3 et 4, que ce serait donc au moment où en Égypte, c'était au stade David, qu'on pourrait dire oui, on peut calculer aussi alors le début d'année par rapport à ce moment-là. Alors, la question qui peut se poser, donc, est-ce que du fait qu'ils étaient dans le désert, est-ce qu'il fallait renvoyer quelqu'un faire une observation en Égypte ou renvoyer un espion chaque année pour voir en Israël? C'est vrai que bon, ce sont des questions assez pertinentes qui pourraient être posées. C'est vrai que par rapport aux ceux qui observent l'équinoxe, parce que savez-vous que ce soit le calendrier d'Enoch ou le calendrier rabbinique, c'est vrai que l'équinoxe hein, est un phénomène que même dans le désert on peut observer, mais l'orge, c'est un peu difficile. Alors, aussi,
Alors, pour ce qu'on a besoin aussi pour, euh, pour faire des observations, parce qu'on va dire oui, finalement, le soleil, on le voit partout. Finalement, le soleil, c'est lui qui va déterminer comment les plantes vont pousser, parce que c'est vrai que s'il n'y a pas de soleil, ben, les plantes, malheureusement, ne poussent pas. Et c'est- du coup, on pourrait dire oui, ben, pour avoir une bonne potation, il faut le soleil. Donc finalement, est-ce que c'est pas le soleil qui va déterminer justement l'année? Et d'où que le soleil règle aussi les saisons. Donc ça, c'est un argument qui peut être contre. Voilà. Et alors, pour ne pas se faire trop long, un autre argumentation qu'il va faire, quand on fait une observation de l'orge, eh ben, il faut toujours être dans les champs, surtout dans la période qui nous intéresse, pour faire la déclaration. Parce que par rapport à cette observation, ben, euh, le Cohen pouvait sonner du chauffard et déclarer, ben, voilà, c'est le nouveau mois de l'année. Le problème qu'il pourrait avoir, c'est du fait que qui peut aller dans le champ? Est-ce que c'est le Cohen qui peut aller dans le champ ou est-ce que simplement un enfant d'Israël? Sachant que le Cohen ne pouvait pas non plus délaisser le service du temple. Il fallait que le service du temple puisse fonctionner en permanence. Euh, on a pu le voir dans certaines prophéties, enfin, dans certains reproches que les prophètes avaient faits, qu'à un moment, les prêtres, du fait qu'ils n'avaient plus eu de dîmes, qu'il n'y avait plus de nourriture au temple, eh ben, les prêtres devaient laisser le temple pour aller travailler, pour pouvoir avoir à manger, évidemment. Et donc la question pourrait aussi se poser, est-ce que finalement, est-ce que c'est le rôle du prêtre d'aller faire les observations? Mais du coup, alors, est-ce qu'à l'époque, ils sélectionnaient des prêtres pour faire l'observation et laisser une partie au temple? Ou est-ce que c'était le peuple qui faisait l'agriculture, qui faisait, sachant que euh, il fallait donc sélectionner, comme on a vu pour les nouvelles lunes, quelqu'un de fiable, si doit avoir des témoins. Donc ça, c'est la question qui pouvait. Donc personnellement, je pense que c'est peut-être les gens du peuple qui auraient fait cette observation-là. Et évidemment, en fonction de la crédibilité de la personne, et ben, à mon avis, l'observation a été validée. Donc voilà, je pense, aujourd'hui, je pense qu'on va pas faire long. Je pense que je vais m'arrêter là. On va voir peut-être la semaine prochaine. Là, ce sera pour les deux calendriers principaux, donc rabbinique et karaïte, ce que reprochent donc les observateurs du calendrier solaire par rapport au calendrier lunaire. Donc, des reproches qui peuvent être faites. Le but, c'est être impartial dans tous les calendriers. Donc, si on a fait des reproches pour les uns, on doit faire des reproches pour les autres. Le but est de vraiment retrouver le calendrier le plus près de l'original. Évidemment, je donnerai peut-être une étude complémentaire aussi. On avait déjà un petit peu parlé au début, vers, je pense, la deuxième partie, qui était en fait finalement qui a l'autorité pour déclarer entre autres le calendrier. Et ça, je pense, ça peut être déterminant par rapport à l'autorité, je veux dire, écrite, donc scripturaire, et l'autorité des hommes, je veux dire. Ouais. On a déjà un petit peu parlé, on avait évoqué quelques pistes, mais c'est intéressant de le voir, parce que ce, ce qui, ce qui va être accepté, c'est ce qui va aussi déterminer finalement quel est le calendrier qui peut être utilisé. Voilà.
Donc, c'est une étude un peu générale, un peu pour tout le monde, donc même pour ceux qui nous suivent sur Internet. Le but, évidemment, c'est que tout le monde utilise un seul et même calendrier pour observer des fêtes. Et comme dirait notre doué Lorenzo, aucun des calendriers finalement est parfait parce qu'il y a toujours une critique qu'on peut faire hein, par rapport à l'un et par rapport à l'autre. Mais le but, c'est comme c'est difficile d'avoir la vérité absolue parce qu'il y a des textes qui ont été perdus, des traditions, on ne sait pas qui sont peut-être fausses ou exactes. Et du coup, ben, on essaye de faire le plus proche de la vérité et par rapport aussi à ce qu'Hachem nous a révélé. Déjà, ce qui est important, c'est le fait d'observer les fêtes et évidemment, même si on n'est pas à 100% sûr que c'est la bonne date, donc on peut quand même le voir que ce qui est pratiqué généralement, que ce soit n'importe quel calendrier, reste plus ou moins environ je veux dire, dans le même mois. Hein. Un mois près, environ, ben, tout se respecte à peu près. Certains solaires, ce sera peut-être à une semaine près, parce qu'il y a aussi des discussions, mais généralement, on va dire à un mois près, tout le monde est plus ou moins dans la même période. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce soir. Comme ça, si vous avez des questions par rapport à ce qui a été vu, voilà, c'est à vous. Soyez bénis. Merci Lionel.